Chers amis, l'heure est arrivée d'ouvrir la deuxième séquence de notre après-midi, le grand débat. Jules Verne rêvait de le faire en 80 jours. Les notaires de France ont fait le tour du monde en 4 jours. Pendant ces 4 jours, nous avons exploré les confins du droit, d'Asie en Amérique, d'Europe en Afrique et même en Australie. Nous avons soulevé les problèmes nés de la confrontation des différents systèmes juridiques pour imaginer et proposer des solutions d'évolution de notre droit international privé. Si aujourd'hui nous sommes arrivés au 4e jour de notre périple, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de notre voyage. Une ultime étape nous attend, celle du grand débat. À l'issue de ces journées consacrées au droit, l'équipe du 115e vous invite à partager une réflexion globale qui emprunte les chemins de l'économie, de la sociologie et de la géopolitique. Citoyens du monde, les femmes et les hommes qui peuplent notre planète dépendent d'États différents et souverains. Les États ont tout au long de leur histoire tissé entre eux des liens d'alliance. À l'origine, ces alliances bilatérales, voire multilatérales, étaient de simples pactes de non-agression, voire de défense réciproque contre un ennemi commun. La notion d'alliance a évolué en prenant des formes plus complexes et plus abouties par la création d'organisations internationales dont l'objet va au-delà de la défense pour s'intéresser notamment à la culture, à la défense des droits de l'homme ou encore aux échanges économiques. En considération de l'intensification des flux migratoires liés à des facteurs non seulement politiques et économiques mais également climatique, en considération de l'accélération de la mondialisation des échanges culturels et marchands, en considération de la progression de la Chine par le déploiement des nouvelles routes de la soie, et enfin, en considération du développement de ce que certains appellent l'Eldorado africain, comment ne pas s'interroger sur le sens de l'évolution du monde ? Quelles alliances face à l'émergence de la Chine? Quelle est la vraie réalité des flux migratoires? Le continent africain, de par sa taille, ses richesses et sa population, est-il réellement l'Eldorado du XXIe siècle? Les enjeux de sécurité ne concernent-ils que l'Europe? Quel est aujourd'hui le rôle de l'Europe et donc de la France sur l'échiquier mondial? Enfin, quel sens faut-il donner à la notion de souveraineté? Pour répondre à ces questions, 2 personnalités reconnues pour leur expertise dans la sphère des relations internationales et géopolitiques ont accepté de se joindre à nous cet après-midi. Diplomate et homme politique, ministre des Affaires étrangères nommé par le président Chirac, qui écrira de lui dans sa conception de la politique étrangère française. Comme dans sa vision du monde, il réussit à concilier l'attachement profond à la souveraineté nationale et la conscience éclairée d'une nécessaire adaptation aux évolutions de l'histoire. Rédacteur en 2007 d'un rapport sur la France et la mondialisation, co-auteur avec M. Lionel Zinzou d'un rapport intitulé « Un partenariat pour l'avenir » ou « 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France ». Créateur du mot « hyperpuissance », j'appelle celui qui est hyper qualifié pour répondre à nos questions, M. Hubert Védrine.
Normalien, agrégé de sciences économiques et sociales, d'abord professeur d'université, puis pendant 30 années industriel et banquier, membre du cabinet de Laurent Fabius, Premier ministre, fondateur et dirigeant d'une société de conseil financier dédiée au continent africain, mais aussi ancien Premier ministre du Bénin, se définissant lui-même comme afro-optimiste par rapport à l'afro-pessimisme, impliqué dans la promotion du renouveau de l'économie africaine post-2000. Il saura nous expliquer les enjeux du développement de ce continent qui nous est si proche et quelles sont les alliances qui nous unissent à ces différentes composantes. Initiateur du programme Lumière pour tous, qui a pour objectif la distribution de lampes solaires à tous les foyers du Bénin, qui mieux que lui saura nous éclairer sur les vastes sujets de cet après-midi. J'appelle à me rejoindre M. Lionel Zinzou. Pour animer cette table ronde, nous avons fait appel à la plus française des journalistes d'origine belge, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, section Relations internationales, présentatrice du 20h pendant de nombreuses années, mais aussi dirigeante de l'Express, rédactrice en chef et éditorialiste sur RTL, directrice de l'audiovisuel extérieur de la France, enfin, animatrice sur France Culture de l'émission Affaires étrangères, j'appelle à me rejoindre celle que les Français surnomment affectueusement la Reine Christine, Madame Christine Ockrent. Merci, Maître, pour cette brillante et sympathique introduction. Il est vrai qu'en écoutant avec grande attention le très brillant rapport de synthèse, pour qui n'est pas vraiment au fait des subtilités notariales, autrement qu'en tant que cliente, bien heureuse, j'ai été frappée par cette internationalisation constante et grandissante. Et bien évidemment, nous allons nous efforcer maintenant, et d'abord avec vous, Hubert, de comprendre dans quel cadre international se situent ces évolutions, un cadre international qui nous paraît bien fracassé, plus incertain que jamais. Le week-end dernier, à Singapour, avait lieu ce qu'on appelle les rencontres du Shangri-La, qui n'ont rien de véritablement extraordinairement rêveur. Mais on a assisté, il y a donc 3 jours, à une confrontation brutale, véhémente, entre le ministre chinois de la Défense et son homologue américain. Dans quelles alliances, dans quel système international nous situons-nous aujourd'hui? Et est-ce que l'on va véritablement, au-delà même de la bagarre commerciale qui pèse sur nos économies, est-ce que l'on va véritablement vers un affrontement, non pas d'une hyperpuissance contre d'autres puissances, mais d'un affrontement entre 2 hyperpuissances? Oui, je crois que la rencontre de Singapour, à laquelle vous faites allusion, est la concrétisation publique spectaculaire du début d'un long bras de fer des États-Unis qui veulent rester le numéro 1 et de la Chine qui veut devenir numéro 1. Il y a même une date symbolique qui est le centenaire de fondation du Parti communiste chinois en 2049. Ce n'est pas simplement un bras de fer commercial, c'est un affrontement stratégique qui va marquer les prochaines décennies. C'est à l'intérieur d'un monde à l'intérieur dans lequel nous sommes, qui était marqué par le fait que les Occidentaux, au moment même où ils croyaient avoir triomphé après la fin de l'URSS, la fin de l'histoire, le triomphe de nos valeurs, en réalité, c'est l'histoire qui s'est remise en marche et pas l'inverse. Et nous avons perdu le monopole de la puissance que nous avons exercée, bien ou mal, c'est un autre débat, pendant quelques siècles. À l'intérieur de cette situation, qui est une situation instable, que le secrétaire général des Nations Unies, notre ami Guterres, appelle lui-même situation chaotique
Chaotique, ce n'est pas la guerre, c'est simplement instabilité, imprévisibilité, qui prélude peut-être à la formation d'un autre ordre, on ne sait pas, peut-être. À l'intérieur de ça, il y a de gigantesques mouvements, dont celui dont vous parlez est un élément dominant, pas le seul, mais dominant. Alors je crois qu'on va voir une carte du monde, ce qui est toujours très utile pour situer la dimension et l'échelle des problèmes. On parle très volontiers des routes de la soie, Lionel Zinsou. Ces routes de la soie sont véritablement l'appellation poétique donnée par le président Xi Jinping à une stratégie extraordinairement pragmatique de conquête du monde ou d'une partie du monde. Et l'on voit en particulier, et restons-y pour le moment, comment en Europe même, et en particulier à l'est de l'Europe, la Chine avance ses pions. Oui, merci d'avoir projeté cette carte parce que ça rend concret un petit peu ce sujet des routes de la soie, dont on voit qu'elles sont terrestres, comme les routes médiévales, qu'elles partent de la Chine et qu'elles vont vers l'Europe centrale, orientale et méditerranéenne. Alors là, vous avez mis le Pirée, je pense parce que la Chine, à l'occasion des problèmes conjoncturels dramatiques de la Grèce, a acquis une partie très importante des installations du Pirée. Vous avez mis Venise parce que je pense que c'était le grand comptoir de la soie à l'époque médiévale et moderne, mais il faudrait mettre Trieste puisque, au fond, les Italiens viennent de concéder des installations très importantes à Trieste et les Italiens rentrent avec enthousiasme dans cette problématique d'investissement considérable de la Chine. Mais surtout, vous avez là une partie de la route maritime de la soie. L'Afrique est l'objet de la route maritime de la soie. Vous avez Djibouti sur la carte, à la corne de l'Afrique. Djibouti, là où se resserre le détroit de Bab el-Mandeb, c'est l'endroit où, avec le canal de Suez, l'Afrique rencontre l'Asie. Djibouti, c'est 19 km du Yémen, et il y a une base chinoise, la première en Afrique, 8000 hommes, très importante et très récente. Ce qui montre que sur la route de la soie, il y a aussi des transports militaires. Il n'y a pas que des transports de marchandises. Et Mombasa, juste j'attire votre attention, c'est un port moins connu, en bas de la carte, au Kenya, mais il est le port terminus du corridor ferroviaire et routier qui peut évacuer toutes les richesses et du Kenya, et de l'Ouganda, et du Burundi, et du Rwanda. La Chine a une route maritime que vous devriez d'ailleurs prolonger vers l'Afrique du Sud, enjeu très important, et remonter vers l'Afrique atlantique, puis repasser Gibraltar, et vous retrouvez en Méditerranée. La route qui ceinture l'Afrique va être une route absolument majeure, parce que l'Afrique est le premier, l'Afrique et le Moyen-Orient sont les premiers fournisseurs de la Chine. D'ailleurs, chose que beaucoup de gens ignorent, mais qui est importante pour cette route de la soie, l'Afrique est le seul continent en excédent commercial sur la Chine. Donc c'est une source très importante de ces approvisionnements. Avant de plonger dans le continent africain, puisque grâce à Lionel Zinsou, on est repassé à Gibraltar, Hubert Védrine, un mot encore sur l'impact de cette stratégie chinoise au sein de l'Union européenne. Jusqu'à quel point la façon qu'ont les Chinois d'investir dans les infrastructures, soit dans des pays qui sont toujours candidats, je pense notamment à la Serbie, soit dans des pays qui sont déjà à l'intérieur de l'Union, avec quelques grincements, comme la Hongrie par exemple, ou la République tchèque. Jusqu'à quel point est-ce que la stratégie chinoise accentue ces grincements à l'intérieur de l'Union européenne et en bénéficie aussi? Je ne dirais pas qu'elle les accentue, elle en profite intelligemment, mais il ne faut pas avoir l'air sidéré. Ils font ce qu'ont fait les puissances coloniales. Hein. Donc si on réutilise la politique coloniale de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et d'autres, c'était exactement ça. Les routes de la soie, en effet, qui ne sont pas que terrestres, c'est la route des Indes de la Grande-Bretagne, puissance 10. Ils utilisent les faiblesses locales.
divisions, ceux qui y trouvent un intérêt, etc. Il n'y a pas que la Chine à le faire non plus. Alors, par exemple, il n'y a pas que la Chine, parce qu'on est face à un problème global par rapport aux émergents. Et les Occidentaux sont incertains par rapport à ça, divisés, et ils ont beaucoup de mal à s'adapter à cette situation dans laquelle ils n'ont plus le monopole de la puissance. Mais par rapport à la question européenne dont vous parlez, oui, j'utilise très très habilement le fait que certains pays ont besoin d'argent, sont frustrés de ceci, cela. Cela dit, j'ai rencontré le président du fonds d'investissement qui gère le Pirée, et il disait qu'ils n'arrivaient même pas, eux, à faire travailler les Grecs. Bon, je ne sais pas si, j'espère qu'il n'y a aucun Grec qui entend. Les Grecs mettent une très mauvaise volonté à se mettre au travail. Les Grecs exprès. sont le grain de sable dans la stratégie de la route de la soie, peut-être. En tout cas, ils font ça, mais pas qu'en Europe. Mais on a ce problème de positionnement, nous, Européens, qui avons tellement de mal à nous résigner à ce que l'Europe soit obligée de devenir une sorte de puissance. On a ce problème par rapport à toutes les autres puissances, anciennes ou nouvelles, légales ou illégales. Mais simplement, le cas chinois est le plus fort, le plus spectaculaire. Donc c'est celui qui devrait amener les Européens à réfléchir plus à la façon de réagir. La première réaction devrait être, disons, l'unité entre nous. Mais il n'y a pas d'unité entre les Européens sur la façon de faire face, comment profiter de ce mouvement énorme de la route de la soie, des investissements, etc., tout en empêchant les Chinois d'en abuser. Il faudrait qu'il y ait un minimum d'accord entre Européens sur ce point. Vous voyez bien, ça se voit à travers vos questions, que ça n'est pas encore le cas. Même si le président français, Emmanuel Macron, me semble-t-il, lors de la visite officielle du président chinois en France, avait pris soin de convier Mme Merkel et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, oui, pour bien signifier qu'il y avait un début de front. C'est très bien dans ce que Emmanuel Macron avait dit à Pékin sur le souhait d'une symétrie, d'un équilibre, c'est très bien. Mais 2 jours après la visite du président chinois à Paris, il y avait une réunion en Europe de l'Est autour du premier chinois pour mettre en œuvre la réunion des 17+1. Donc on est tout à fait au début de la prise de conscience et de l'élaboration d'une réponse coordonnée. Pour mieux comprendre la manière maintenant dont la Chine s'intéresse au continent africain, vous le disiez, Lionel Zinzou, le continent africain qui est riche de ses matières premières et de ces diverses ressources dont la Chine a besoin, je vous propose une courte vidéo pour bien situer le problème. À Dakar, Kigali et à Pretoria, on a déroulé le tapis rouge pour le président chinois cette semaine. Il faut dire que Xi Jinping n'est pas venu les mains vides. Sa tournée africaine se solde par la signature de dizaines de contrats commerciaux. Le développement de la Chine va apporter plus d'opportunités à l'Afrique. Et le développement de l'Afrique insufflera une nouvelle vitalité au développement de la Chine. Le président chinois vante une relation gagnant-gagnant. Pékin distribue des prêts sans compter pour financer des routes, des chemins de fer, des barrages, des hôpitaux, des aéroports ou encore des stades. En échange, la Chine entend bénéficier d'un accès privilégié aux terres arables et ressources naturelles du continent, pétrole, gaz, minerais. Un appétit qui irrite certains observateurs africains. C'est un pays qui, pour continuer sa croissance, avait besoin d'avoir des partenaires à l'extérieur susceptibles de lui donner accès à des ressources naturelles. Si vous permettez au lion d'entrer dans votre maison, écoutez, il se sert comme bon lui semble. Avec 10 000 entreprises chinoises implantées sur son sol et 36 milliards d'investissements chinois en 2016, l'Afrique est-elle dans une relation de dépendance vis-à-vis de la Chine? Pékin va-t-il évincer ses concurrents européens du continent? La Chine-Afrique va-t-elle remplacer la France-Afrique? Lionel Zinzou, l'expression win-win qui donne à chacun l'impression de parler chinois, c'est quand même l'expression dont il faut se méfier le plus. Non, ne nous méfions pas trop. Moi, je ne suis pas du tout de l'avis qu'il y ait un péril jaune en Afrique. Ce n'est pas l'expression employée. Non, mais le thème de péril, le thème d'angoisse, le thème de recolonisation, le thème de dépendance, toute une série de thèmes négatifs sont associés à la découverte, qui est quand même installée sur 20 ans, mais enfin à la découverte de la présence chinoise de plus en plus significative en Afrique. Oui, la Chine est devenue le premier partenaire en importation et en exportation de l'ensemble du continent.
Mais, vous savez, il ne faut pas avoir si peur que ça des investissements en infrastructure de la Chine. Il y a une particularité des investissements en infrastructure, donc vous construisez des ponts, vous construisez des routes, vous construisez des chemins de fer, et vous construisez des ports, ce qui est très très important parce qu'on en manquait, et les exportations de l'Afrique augmentent à un rythme très rapide, donc il faut des investissements considérables dans ces domaines. Ça, c'est le génie de l'idée One Road, One Belt, c'est de créer la logistique, qui est une condition absolument fondamentale du développement. Est-ce que c'est un facteur de dépendance? Mais attendez, ni en Grèce, ni à Trieste, ni à Djibouti, ni à Dakar, s'il devait y avoir un conflit, s'il devait y avoir un abus de position dominante de la Chine, on ne délocalise des infrastructures. Les dirigeants africains, si vous voulez, moi j'ai une expérience gouvernementale africaine courte, donc l'Africain en moi, il n'est absolument pas inquiet. Des investissements physiques en infrastructure, vous ne fermez pas comme des usines, vous ne délocalisez pas comme les centres de décision industrielle ou tertiaire. Par conséquent, si vous voulez, on ne déménagera pas le Pirée. Il n'y a rien qui soit si préjudiciable dans les investissements d'infrastructure. En revanche, ce que les Français ignorent souvent, parfois j'ai tendance à penser qu'ils l'occultent un peu, c'est qui est propriétaire des investissements productifs de l'Afrique? Ça, c'est une question qui intéresse les notaires. Mais oui, directement, il faut absolument qu'ils en soient très conscients. Je suis sûr qu'ils en sont très conscients. Mais qui possède le capital productif en place? Le capital également un peu immatériel, les services financiers, les industries culturelles, etc. Mais ce sont les anciennes puissances occidentales, pour des raisons d'histoire de 100 ans de présence. Aujourd'hui, le capital productif, on ne parle pas des concessions minières et des infrastructures de logistique. Le capital productif, il est en main numéro 1 de la France, numéro 2 de la Grande-Bretagne, numéro 3 des États-Unis, numéro 4 du Portugal, pour des raisons historiques. Et donc avec une répartition géographique assez claire, correspondant aux anciens empires. Et donc, il faudrait, si vous voulez partir content des grandes évolutions géopolitiques, dites-vous bien que les entreprises, les Lafarge, les Bolloré, les CMA, CGM, vous allez en trouver les L'Oréal, les Danone, etc., toute la présence française en Afrique, elle va énormément bénéficier des investissements logistiques de la Chine. Énormément, parce que le stock de capital productif, il est en main africaine ou en main des anciennes puissances coloniales, pas en main chinoise. La Chine ne possède pas plus de capital productif en Afrique que le Portugal. Il faut faire attention à ça. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de péril jaune en ce qui concerne. Et la Chine ne recolonise pas l'Afrique, parce qu'elle n'aura pas les moyens de puissance. La souveraineté, je crois qu'on va terminer sur la souveraineté tout à l'heure, ça existe même en Afrique, en fait. Hubert Védrine, vous êtes d'accord avec ce constat? Je ne suis pas en désaccord avec ce que dit Lionel Zinsou, mais je pense que ce n'est pas complet, dans la mesure où il y a aussi la question de l'endettement de différents pays par rapport à la Chine, et ce n'est pas qu'une question qu'africaine. Il y a déjà des cas, par exemple en Asie, par exemple le Sri Lanka. Il y a des exemples de gouvernements qui se sont tellement endettés qu'au bout du compte, ils sont pris à la gorge et la Chine devient propriétaire de tel ou tel port qu'elle a établi. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a fait nous. Encore une fois, je conseille de revenir à notre période coloniale pour comprendre peut-être les aspects positifs enrichissants et le reste, mais c'est ce qu'on a fait quand l'Empire ottoman était endetté, avait besoin de financement international. C'est ce qu'on a fait en Égypte. Mais de toute façon, c'est aux Africains de se déterminer. Ce n'est pas à nous de décider depuis Paris ou Bruxelles ce qu'on doit faire. Donc la question qui se pose aux autres, c'est de savoir dans quelle mesure, en partant de l'aspect le plus positif rappelé par Lionel Zinsou, est-ce qu'il y a des espaces de coopération intelligents par rapport à ça qui soient dans l'intérêt de tout le monde? Et il y en a? Oui, je pense qu'il y en a, oui. Mais pas automatiquement. Je ne dirais pas c'est automatiquement bon. Il faudrait être complètement naïf et nigaud sur l'intention de la Chine, quand même, par rapport à ça. C'est une politique de puissance mondiale. Bon, donc il ne faut pas oublier ça. Il n'empêche que si on est malin, si on sait ce qu'on veut, on peut trouver des espaces de coopération. Il faut un minimum d'équilibre dans la coopération. Mais ça ne vaut pas que pour les Africains, puisqu'on vient de parler du cas européen avant. Mais pour rester en Afrique, Lionel Zinsou, il y a un phénomène que
beaucoup d'Africains commencent à dénoncer et qui est très sous-estimé vu de chez nous, c'est en fait un flux migratoire chinois vers l'Afrique. Des Chinois qui s'installent en Afrique et qui souvent s'installent dans des petits commerces et qui, à la limite, chassent de la rue africaine les natifs. Absolument, Christine, et c'est vraiment un phénomène qui n'est pas commenté en Europe, qui est très commenté en Asie, notamment parce que ça angoisse beaucoup les Japonais, dont les parts de marché régressent par rapport aux parts de marché de la Chine. Parce qu'il n'y a dont pas la du tout- démographie baisse. Et dont la démographie baisse, mais qui a besoin aussi des matières premières de l'Afrique ou de l'Amérique latine, mais qui en a vraiment besoin, plus encore que la Chine, qui est pourvue d'un peu plus de matières premières que le Japon. Donc c'est un thème très important. Je voudrais juste réagir en une seconde. Il y a une exception sri-lankaise. C'est un peu différent. Ce n'est pas un phénomène. Là c'est la route maritime Non, que, si vous que voulez, vous nous expliquez le tout à Sri l'heure. Lanka s'est surendetté et les créanciers chinois ont appelé le collatéral et ils ont forcé le transfert de propriété d'actifs portuaires. Je vous assure, c'est la dernière fois. C'est une exception sri-lankaise. La Chine n'a pas les moyens, enfin, il faut le dire à personne, on est strictement entre nous. La Chine n'aura pas les moyens de se faire rembourser les dettes excessives. Et d'ailleurs, Hubert, les États n'ont jamais, vraiment par exception, remboursé les dettes souveraines quand on était en situation critique. Donc, si vous voulez, soyons peu inquiets par le risque de surendettement. Mais pour revenir, juste à la question de Christine, les phénomènes migratoires sont regardés en France de façon complètement franco-centrée ou eurocentrée. C'est intéressant de regarder, mais qu'en pensent les Asiatiques? Qu'en pensent les Africains? Qu'en pense-t-on en Amérique latine? En Afrique, on a deux choses en tête. Un, les migrations sont fortes en Afrique. Elles sont internes. Vous voyez, un pays comme le mien, le Bénin, a 10 millions d'habitants, 1 million d'émigrés au Nigeria voisin, qui est une économie plus importante, 800 000 émigrés vers la Côte d'Ivoire, assez voisine, et 20 000 en France. Donc, binationaux compris. Moi, je ne suis pas tout à fait un immigré parce que je suis né à Paris 14e, mais je suis un binational. Bon, on est 20 000. Donc, il faut avoir en tête un peu les proportions. Toute l'Afrique de l'Est migre, mais elle migre vers l'Afrique du Sud. Donc, les migrations sont absolument intenses, ça c'est vrai. Mais l'Afrique subsaharienne a des flux qui représentent 3% des migrations vers l'Europe. Même si l'image, il y a un arrêt sur image à cause des images tragiques de la Méditerranée. C'est 3% des flux d'immigration. Mais il y a néanmoins une migration qui vient d'Afrique subsaharienne et notamment de pays d'Afrique francophone. Je pense par exemple à la Guinée-Conakry qui, je crois, fournit l'un des plus gros contingents proportionnellement à sa propre population de jeunes qui veulent désespérément atteindre l'Europe. Un peu plus de 10 000 par an. Ça reste des chiffres relativement faibles, très inférieurs aux migrations forcées qu'on a provoquées de l'empire colonial français vers la métropole. Cette migration spontanée, économique, en partie clandestine, est très très inférieure à la recherche de la main-d'œuvre. Si vous voulez, il y avait dans tout le Maghreb des bureaux de recrutement. Au moment des 30 Glorieuses, on a incité aux migrations ou forcé aux migrations. Donc les flux d'aujourd'hui sont très inférieurs à ces flux-là, qui étaient des flux voulus. Par ailleurs, je vais vous donner les 3 principales professions des migrants béninois. Il y a quelques centaines de millions, quelques centaines, tout court. On en a rencontré centaines. Un dans le train que nous avons pris ensemble. On a rencontré un neurochirurgien. Voilà, qui était très flatté d'avoir un selfie avec vous. Oui, un neurochirurgien. Ce n'est pas l'image que les Français se font des migrants économiques. Première profession, les médecins et le paramédical, tout le monde paramédical. Deuxième profession, les scientifiques en général. On n'a plus un mathématicien dans les pays francophones, et les chercheurs, et de façon générale la catégorie des étudiants, qui sont tout à fait légaux, mais c'est l'ensemble
des flux de migration réels. Et troisième profession, les ministres de la religion, des religions chrétiennes. Nous exportons, alors vous êtes notaire dans des villes de province, moi j'ai une maison dans l'Orne, le desservant est africain, il a 17 paroisses. Vous avez un petit problème de démographie cléricale en Europe. Nous exportons des prêtres catholiques et des pasteurs protestants. Bon, les Congolais, plus de pasteurs protestants et nous, plus de curés catholiques. Ça vous paraît peut-être curieux, anecdotique, bizarre et contre-intuitif, mais enfin, c'est quand même la vérité. On n'est pas du tout à remplir les foyers de la Sonacotra en personnel ouvrier. Ça n'existe plus. Donc, vous savez aujourd'hui que les migrants, y compris clandestins, ont un niveau de formation légèrement supérieur à la population française en moyenne. Donc, il faut faire très attention. Et puis surtout, il faut déplacer le regard. Il faut faire quelques milliers de kilomètres et se demander pourquoi les Chinois ne s'inquiètent pas de mouvements migratoires vers eux. Il y a de plus en plus d'Africains à Canton, c'est vrai. Ils ont un système politique qui est, comment dire, suffisamment musclé pour empêcher même les gens des provinces du Nord, par exemple, de descendre vers les grandes villes. Donc ce n'est vraiment pas une comparaison. Non, c'est vrai que c'est une possible. comparaison qui ne serait pas pertinente, et d'ailleurs, ça n'existe pas dans le débat public chinois. En revanche, il y a 20 ans, 100 000 nationaux chinois résidant en Afrique. Et il y en a 1,5 million. C'est un mouvement qui est d'une amplitude bien plus grande que les mouvements de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Ça, c'est la migration fondamentale, c'est celle que vous évoquiez. Ça peut être des ingénieurs, des ouvriers de chantier, etc., pour des migrations temporaires. Ça peut être des installations permanentes de gens qui ne parlent que le chinois et le swahili, le chinois et le yoruba, et qui, ça peut être rejeté par les populations. Vous avez vu le président Macky Sall tout à l'heure serrant la main du président Xi Jinping. Donc le président du Sénégal. Mais les petits commerçants de Dakar n'aiment guère l'installation de concurrents chinois extrêmement efficaces, travaillant jour et nuit, 7 jours sur 7, etc. Donc, faire un tout petit peu attention. Il y a des phénomènes migratoires que les Européens se cachent à eux-mêmes. Qu'ils ignorent. Ils ignorent que les migrations sont actives en Afrique, mais domestiques à l'Afrique, intérieures, et qu'il y a des flux Asie-Afrique qu'il faut qu'ils regardent parce que ce sont les vecteurs de ce que les Européens considèrent avec étonnement comme leur déclin relatif en Afrique, qui est accompagné d'un mouvement de peuplement. Et regardez, après les expulsions des Indiens, des gens du subcontinent indien, après les indépendances et la fin de la colonisation britannique, ceux d'entre vous qui sont familiers de l'Afrique de l'Est verront à quel point, de Durban à Djibouti, l'Afrique de l'Est est indienne. C'est impressionnant. Donc et regardez libanaise, aussi comme ces l'Afrique migrations. de l'Ouest. Donc Hubert Védrine, on voit bien que ces mouvements migratoires intra-africains font aussi partie de phénomènes qui ont leur impact sur les équilibres ou les déséquilibres régionaux. C'est un phénomène mondial. Je reviens quand même très brièvement sur le point d'avant. Même si je ne suis pas en désaccord avec Lionel, je pense que la puissance chinoise est un phénomène colossal qui va se développer dans les décennies prochaines. Je ne plaide pas pour l'inquiétude parce que ça ne sert à rien. Je plaide pour la vigilance et pour la recherche de situations de meilleur équilibre. Ça ne concerne pas que l'Afrique. On est parti de l'inquiétude que nous exprimions devant l'incapacité des Européens à avoir une position commune sur ce point, comme dans les relations avec toutes les autres puissances dans le monde. Il y a un vrai problème. Et donc on ne peut pas le faire disparaître. Le projet chinois est un vrai projet impérial, mondial. Et ils le disent maintenant. On est complètement sorti de la période Deng Xiaoping, où ils disent on va monter, mais il ne faut pas provoquer. Il faut faire ça doucement, tranquillement. C'est différent. Donc il ne faut pas se focaliser que sur l'aspect positif que je comprends du point de vue africain. Ça, c'est mon premier point. Et puis, il n'y a pas que l'exemple du Sri Lanka. Je ne ferai pas des paris sur la situation de Djibouti par rapport à la Chine dans 15 ans. On verra. Bon. L'autre point, les migrations. Lionel Zinsou a raison sur tout ce qu'il a dit. Il n'empêche. On ne peut pas expliquer à des Européens que sous prétexte qu'il y a des mouvements de migration dans tous les sens depuis toujours, en évoquant l'histoire longue sur tous les continents, en expliquant que les gens en Afrique vont essentiellement vers le Nigeria, tu l'as dit, vers la Côte d'Ivoire, vers l'Afrique du Sud, qui se déclare envahie quand on lit la presse d'Afrique du Sud, mais pas envahie par les gens du sud de l'Afrique. Il n'empêche qu'en Europe,
le fait qu'on n'ait pas su gérer les choses, qu'on n'ait pas su expliquer, qu'on ait développé Schengen dans une ambiance d'angélisme pendant des années. On s'est préoccupé d'éliminer les frontières internes, ce qui est un acquis formidable, sans bien gérer les frontières extérieures. En fait, c'est l'époque où on disait oui, mais c'est la communauté internationale, c'est nos valeurs internationales, il faut circuler, nanana. Bon. On en arrive à une situation dans laquelle une grande partie de l'opinion européenne ne peut pas entendre ces arguments. Elle les entend, mais ça ne marche pas en fait. Les arguments statistiques, historiques, économiques. Et quand les démographes vont dire oui, c'est bien parce que notre population diminue, ça alimente les pires craintes. C'est l'argumentation la pire, celle-là, même s'il est techniquement pas inexact. Bon. Donc je pense que par rapport à ça, même si tout ça est vrai, il n'empêche qu'en Europe, il faut vraiment qu'il s'établisse un consensus entre les différents pays de Schengen, entre les élites et les peuples, pour remettre en place un Schengen qui fonctionne, dans lequel on dissocierait clairement les demandeurs d'asile en redéfinissant strictement ce que c'est, les gens qui sont en danger, pour de vrai. Et d'autre part, une sorte de co-gestion souhaitable avec les pays de départ et de transit et les pays d'arrivée. Schengen refait, remise à plat, comme l'a demandé le président Macron. C'est d'ailleurs ce que commencent à faire plusieurs des pays africains qui ont été évoqués, qui ont par exemple le Maroc, qui est un pays maintenant de destination, encore un petit peu de départ, très peu de transit. Il y a une sorte de co-gestion avec les pays du Sahel, des pays qui vont... Bon, il faut aller vers ça, et c'était ça ma seule nuance. Tous ces arguments sont exacts, mais quand même, il y a un problème à régler pour nous. D'autant, Lionel Zinzou, que l'on voit dans toute la ceinture sahélienne, alors là aussi il y a une question d'échelle, qui est un espace immense, et la France est bien solitaire à s'être engagée depuis, je crois, 2014 maintenant, pour essayer de contenir des mouvements qui se réclament d'une guerre religieuse, d'un djihad à l'africaine, mais ces questions de sécurité intérieure qui affectent principalement le Mali, mais qui touchent maintenant au Burkina Faso. On a vu ça avec l'histoire de ces malheureux jeunes mariés, enfin qu'on a sauvés. Cette instabilité-là, régionale, inquiète au premier chef les pays concernés, mais rejaillit aussi vers l'Europe. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Hubert. Il ne s'agit pas du tout de nier les problèmes, et notamment les impacts politiques, sociétaux, sur des phénomènes migratoires en Europe. Mais comme on parlait plutôt géopolitique, système d'alliance, que se passe-t-il qu'on ne voit pas suffisamment et qui est en train de donner forme au monde de demain? C'est pour ça que je voulais qu'on déplace le regard. Mais ce n'est pas parce qu'on déplace le regard qu'on ne peut pas revenir au regard des élections européennes d'il y a quelques jours. Simplement, je voulais attirer l'attention sur le fait que vous avez des mouvements de peuplement autres que ceux qui nous obsèdent en tant qu'Européens et qui soutiennent des transformations économiques, militaires, géopolitiques importantes. Et qui inquiètent d'ailleurs des populations africaines elles-mêmes. Ah mais tout à fait, tout à fait. Parce que tout ça correspond aussi à des rivalités ethniques, à des frontières parfaitement artificielles. Mais nous avons nos populistes. Si vous voulez, il y a des gens qui trouvent que le Zambèze, c'est plus important que la Corrèze, vous voyez ? Oui, ça nous ramène à des jours anciens. Oui, non, mais le Zambèze, c'est-à-dire que, en l'occurrence, les Zambiens immigrent vers l'Afrique du Sud, mais il y a des émeutes anti-migrants, il y en a dans tout le sud de l'Afrique. Il y a des pogroms. Non, je ne suis pas en train du tout de donner une espèce d'image angélique, tout le monde voyage, et tout ça se passe très bien. Non, je veux dire simplement, l'Afrique est en train de s'intégrer très fortement économiquement, c'est une des explications de sa croissance, et elle le fait avec des déplacements intérieurs de population. Et l'Asie est dans une période de peuplement de l'Afrique, et pas du tout d'angoisse sur les migrations extérieures d'Afrique. C'était juste pour dire c'est un sous-jacent non négligeable de relations géopolitiques. Mais je donne acte que ça c'est pas fait du tout pour empêcher les gens, pour les consoler et les empêcher de voter pour les extrêmes en Europe. Mais donc, cette instabilité régionale dans toute la bande subsahélienne, oui. Et encore une fois, des soldats français qui risquent leur vie tous les jours,
pour ce faire, une opération extrêmement coûteuse, avec très peu de solidarité européenne, il faut le dire, et en fait un appui américain plus décisif. Hubert Védrine, jusqu'à quel point est-ce que ces phénomènes djihadistes sont à corréler ou à lier nécessairement avec des soucis de sécurité ou d'insécurité plutôt en Europe? Alors, d'abord, c'est une manifestation d'une guerre mondiale dans l'islam. Oublions un instant l'Afrique et l'Europe, dans l'islam mondial, dans l'islam sunnite mondial. Et au sein de l'islam, le réveil, ça pourrait se surmonter un jour de l'affrontement sunnite-chiite, Arabie-Iran. Et il y a surtout cet affrontement interne où il y a une partie des musulmans sunnites qui sont, alors c'est les spécialistes ergotent sur les thèmes, enfin, les termes exacts, fondamentalistes, salafistes, extrémistes, éventuellement djihadistes, bon, etc. Et ça se passe dans tous les pays arabo-musulmans en premier lieu, y compris africains. Alors, ce n'est pas arabo-musulman, mais c'est cette zone. Bon. Il se trouve que, comme c'est une zone proche de l'Europe, comme c'est des foyers éventuels de base arrière du terrorisme, comme l'a été l'installation de Daesh pendant un certain temps à cheval entre la Syrie et l'Irak, à un moment donné, quand les dirigeants maliens, tous les autres dirigeants africains autour ont appelé à l'aide en urgence, que le Conseil de sécurité des Nations Unies était d'accord, ce n'était pas une lubie française, hein, et le Conseil de sécurité dit il faut y aller, c'est légitime, c'est urgent, qu'est-ce qui peut le faire? On fait le tour de la salle, il n'y a personne. Parce que l'Union africaine, qui promet une force d'intervention depuis des années et des années, elle n'existe pas. Même pas dans le... Normalement, ça devrait être le résultat de coopération, formation dans la zone sahélienne, elle n'est toujours pas opérationnelle. Donc on dit, ah, la France est disponible, la France y va, parce qu'elle a une capacité militaire de premier plan et un système institutionnel hérité du général de Gaulle et que Dieu merci, on n'a pas cassé. Qui fait et des alliés locaux, à commencer par non, mais au départ, le président tchadien. Oui, d'accord. Les Tchadiens sont militairement excellents. Il n'empêche que l'intervention, c'est la décision française à la demande du système international. Après, qu'est-ce qui se passe? On est là depuis des années, on n'arrive pas à résorber le phénomène, on arrive à contenir, ça gagne plutôt, ça gagne le nord des pays du sud de la zone. En fait, il y a un vrai problème. Mais si aujourd'hui on dit la France ne pourra pas faire seule éternellement, un jour elle se retirera, tous les spécialistes disent bon, ben les djihadistes vont gagner. Partout, ils vont commencer par faire exploser le Mali, qui a un problème depuis son indépendance avec le Nord, avec les Touaregs, avec les Arabes. Maintenant, c'est avec les Peuls. Bon, c'est sans fin. La relève, normalement, devrait être africaine, une force d'intervention africaine, de médiation, d'intervention, d'imposition de la paix, de maintien de la paix. Bon, pourquoi elle n'est pas là? Il faudra peut-être que la France... Enfin, il y en a une, ça s'appelle le G5 Sahel. Non, ça c'est l'instance de coordination. Oui, mais c'était fait précisément pour qu'il y ait une présence militaire africaine d'appoint. C'était fait par la France dans l'espoir que ça aboutirait à cette force. Mais ça ne fonctionne pas, hein, en réalité. Bon, ou alors il faudrait que la France fasse une crise, une double crise par rapport aux Africains protégés et d'autre part les Européens, vous l'avez dit. Les Européens devraient dire, là, il y a vraiment une menace de sécurité qui est proche. Ce n'est pas une espèce de lubie d'intervention, je ne sais pas où, à l'autre bout du monde, ce n'est pas l'Afghanistan. Il devrait y avoir un intérêt global européen de sécurité. Il ne s'est rien passé, à peu près rien. Donc vous voyez le contraste par rapport à la relance des discours un peu creux sur la défense européenne, ça se joue là en ce moment. Enfin, un discours qui s'alimente un peu, mais enfin, il est vrai que pour le moment, il y a rien dedans. On en est loin. Lionel Zinsou, il n'y a rien dedans, mais il faudrait... Pour l'Africain que vous êtes, est-ce que ces considérations vous paraissent trop européo-centrées? Non, parce que je crois que c'est l'Europe le but de guerre. Est-ce que vous m'autorisez à commenter un tout petit peu la carte, là? Allez-y. Alors, on ne voit pas tout. Non, mais vous êtes suffisamment grand pour nous indiquer les points névralgiques. Non, mais deux, trois commentaires. Juste sur l'immigration, si vous voulez. Le Sahel, c'est là, hein, ça part de Dakar, ça va jusqu'à Djibouti, là, c'est la ligne centrale. Là, c'est vrai qu'il y a un problème démographique un peu particulier. C'est vrai qu'il y a 6 enfants par femme en moyenne. J'attire juste votre attention sur le fait que la démographie africaine n'est pas si dangereuse parce que prenez les pays du Maghreb, si vous voulez, la Tunisie a un peu moins de 2 enfants par femme, elle a des indicateurs européens, et désormais elle est rejointe par le Maroc et par l'Algérie. Donc là, vous avez une démographie à l'européenne. Ici aussi,
c'est-à-dire Afrique du Sud et Namibie. Là où il y a une vraie crue démographique, c'est donc au Sahel. Mais le Sahel, c'est 10% seulement de la population africaine. Et dans l'Afrique atlantique côtière, là, la nôtre, le Bénin, c'est là. Bon. Dans notre Afrique atlantique côtière, toutes les grandes villes, Lagos, Cotonou, Lomé, Abidjan, etc., on est maintenant un peu en dessous de 3 enfants par femme. Donc vous avez une transition démographique. Mais plusieurs femmes. Non. Écoutez, vous parlez de... Non, vous parlez à des notaires. Ceux des notaires Justement, oui. qui, en droit international privé de la famille, doivent régler, et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, des problèmes de succession en famille polygame, savent que comme en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, il y a 50% de femmes et 50% d'hommes, quiconque a 6 femmes fait 5 célibataires. La polygamie est un phénomène d'exception, et en général dans nos sociétés d'exception aristocratiques, de tradition aristocratique. Mais vous avez 5 célibataires pour quiconque a 6 femmes. Et comme le marché des femmes Et ça, est un c'est marché censé consoler qui? actif, vous avez... C'est les monogames qui sont en train de l'emporter, je vous assure. Bon. Ah bon? Non, alors je voulais juste vous dire une chose pour commenter ce que disait Hubert. Le Mali, il faut bien que vous ayez en tête, le Mali, c'est en Europe. Parce que le Mali, c'est là, ok, à côté de la Mauritanie. Là, vous êtes au nord du Mali. Le nord du Mali, il a une particularité, c'est qu'il est à 1h15 de vol de Séville. 1h15. Vous êtes beaucoup plus proche de Taroudéni, qui sont les mines de sel qui servaient de bagne pendant la colonisation, et d'ailleurs pour le Mali contemporain aussi. C'est la petite ville qui est à la frontière Mauritanie-Maroc-Mali. C'est à 1h15 de l'Europe. Séville est plus près, évidemment, du nord du Mali que de Paris. Soyons clairs. Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou Daesh, qui a une filiale au Nigeria qui s'appelle Boko Haram, se fiche comme d'une guigne de déstabiliser le Mali. Le sujet est d'avoir une base, un État failli, un État taliban, qui a l'immense avantage d'être à 1h15 de l'Espagne. Donc, et si vous prenez le risque sur les pays du Sud, le risque de conflictualité, j'attire votre attention sur le fait que quand vous êtes à Tombouctou, là, le Mali est si grand que vous êtes plus près de Cotonou, capitale de notre pays, sur la côte, et pratiquement aussi près de Lomé, Accra, les grandes villes de la côte, que de Bamako, la capitale du pays lui-même. Donc faisons attention à la géographie. En fait, le risque d'embrasement des pays côtiers par le djihad est d'autant plus fort que l'opération Barkhane militaire française et coordonnée avec le G5 et avec un soutien américain important, hein. Vous avez des bases américaines d'un bout à l'autre du Sahel. Cette opération a privé les terroristes d'emprise territoriale. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus des centaines de milliers de kilomètres carrés au Mali ou au Nigeria. Mais en revanche, ils sont redevenus des commandos terroristes qui peuvent disséminer plus loin en Afrique. Mais la question se pose quand même de savoir, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on a des partenaires africains militairement efficaces? Est-ce qu'on a un engagement européen renforcé? Et avec quelle sortie politique? Si on ne reste pas, oui. Il faut tous prendre un manuel de conversion rapide à l'islam. Donc il faut rester. Il faut acheter les méthodes assimiles pour parler l'arabe dialectal du Mali. Mais on ne peut pas rester comme ça éternellement. Oui, mais c'est ça la menace. Donc, il faut quand même remarquer, pardon, mais ce n'est qu'une remarque factuelle et on touche tous du bois, qu'aucun attentat fomenté en Europe et qui a ensanglanté aussi bien Bruxelles que Paris et même Strasbourg, aucun n'était lié véritablement à l'un de ces mouvements djihadistes-là. Et Christine. les experts, tant mieux. les experts de ces mouvements en Afrique insistent sur le fait qu'il n'y aurait pas une espèce d'international ou un politburo central djihadiste manigançant tout cela. Mais on en vient quand même, Hubert Védrine, à cette idée, l'Europe et en particulier la France, dans ce contexte, par rapport aux promesses, mais aussi aux menaces de déstabilisation
venus d'Afrique, quel chemin ou quel projet commun les Européens devraient-ils construire? J'ai donné une partie de la réponse parce que quand je parle de la maîtrise intelligente des migrations, donc pas la fermeture, la maîtrise, c'est une réponse. Et je pense que les opinions européennes, même ceux qui ne votent pas du tout extrême, sont sensibilisés à ça et qu'on peut quasiment leur parler d'aucun autre projet européen tant qu'on n'a pas montré que l'Europe n'est pas une passoire, même si on peut constater le terme en disant que ce n'est pas vrai au vu des chiffres. Bon, il y a une perception. Vous savez, c'est comme le froid ressenti. Bon, il y a une perception à un moment donné. Ça, c'est une réponse en matière de sécurité. Après, il y a la grande question pour la sécurité des Européens, qui est de savoir comment ils s'organisent collectivement. Il y avait l'idée d'alliance qui était normalement liée à nos débats. Comment ils s'organisent collectivement dans un monde où ils vont douter de plus en plus de l'efficacité, disons, de la garantie américaine par rapport à ça. Tout ça est un peu lié, mais les Européens, ils se sont imaginés pendant les dernières décennies comme vivant dans un monde idéal sans avoir besoin de gérer vraiment les questions de sécurité. Enfin, sinon un monde idéal, en tout cas, le président Mitterrand, que vous conseilliez à l'époque, avait souscrit au renforcement, au renforcement américain à l'époque, avec l'installation de missiles à un moment j'en reviens, c'est une époque que vous avez fréquentée intimement. C'était l'affrontement américano-soviétique en Europe, c'était une question presque de patriotisme européen, de rétablir l'équilibre des forces. Mais aussi de stabilisation. Oui, enfin, à l'époque, l'ordre international paraissait stable. C'est fini. On est d'accord. L'Union soviétique a disparu, on est dans le fameux monde global, avec ses convulsions qu'on a du mal à définir. Et la redéfinition de la sécurité des Européens passe dans un sens obsessionnel, hein, dans le meilleur sens du terme, ça passe par la redéfinition de relations gérées, équilibrées, mutuellement profitables, avec tous les ensembles qu'on a évoqués, Chine, Afrique, etc. Mais les Européens, ils ont du mal par rapport à ça. Ils ont tellement vécu sous la protection de l'Alliance Atlantique pendant 3 générations. L'Alliance Atlantique qui est toujours là. Qui est toujours là. C'est d'ailleurs à la demande des Européens, c'est le traité de 49. Enfin, on va voir ce que le président Trump va dire quand il va débarquer à son tour demain. Mais il ne va pas dire j'annule le traité de 49 de l'Alliance Atlantique. Mais pour les Européens, ils ont du mal. Je voudrais insister sur ce point, l'aspect mental. Les Européens ont vraiment cru à la communauté internationale. Ils ont vraiment cru au dépassement des identités, des rapports de force, de ce qu'on appelle dans le jargon le système westphalien. Ils ont vraiment cru ça, en fait. Et les plaisanteries, c'est de dire que, ma plaisanterie, ils se sont crus dans un monde de bisounours alors qu'ils étaient dans Jurassic Park. Et il y a un ministre allemand, un ancien ministre, ancien président du SPD, qui a dit encore mieux, il y a quelque temps, il a dit aux Allemands, donc aux Européens, attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques, et nous allons devenir des véganes, et nous serons des proies. Mais il n'est pas obsédé par l'Afrique ou les questions migratoires, ce n'est pas le sujet, c'est global. Comment les Européens arriveront à se faire respecter par les Américains, par les Russes, par les Chinois, par Erdogan, par Netanyahou, par les Saoudiens, par les trafiquants d'immigration illégale, etc., etc. Là, il y a un problème mental, et la réponse n'est pas que dans les traités, ni dans les processus. Vous voyez, il faudrait que les Européens acceptent l'idée, se résignent à l'idée qu'il faut que l'Europe devienne une sorte de puissance pacifique, pas pacifiste, mais pacifique, et quand même défendre l'identité, la civilisation, la culture, le mode de vie européen. Je l'ai dit, mais on n'en est pas là, alors que justement les incertitudes sur Trump depuis 2 ans, indépendamment de sa vulgarité, mais sur les incertitudes stratégiques, ça aurait dû provoquer quelque chose. C'est pas encore vrai. Vous voyez, il y a un long chemin quand même. Lionel Zinsou, est-ce que c'est de cette insécurité qui est quand même très prégnante et qui nous préoccupe tous et qui préoccupe nos opinions publiques, est-ce que ça peut être véritablement la matrice d'une prise de conscience plus exacte des rapports de force dans le monde pour les Européens? Oui, moi j'espère que les derniers événements sont présents à la conscience des Européens. C'est vrai que ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Afrique, pour l'instant, c'est les théâtres d'opération les plus chauds, les plus inquiétants. Ce que je voulais quand même dire sur les leçons de ce qui se passe dans le Sahel est peut-être un tout petit peu plus optimiste. La France n'est pas si solitaire que ça à aujourd'hui.
Où était Mme Merkel il y a 3 semaines? À Tombouctou, à Gao et à Ouagadougou. Et il y a des engagements allemands, désormais, de financer beaucoup plus largement quelque chose que la France portait seule, qui est quand même d'assurer la sécurité de 3 millions de kilomètres carrés en Afrique de l'Ouest. Les Allemands ne combattent pas. Hein. Non, Ils financent un peu, oui. Oui. Et une armée allemande en tellement mauvais état que la ministre allemande de la Défense en a honte elle-même, Oui, avec des hélicoptères qui ne mais décollent du coup, pas. les financements sont quand même bienvenus. Deuxième... Il pourrait y avoir une force européenne. Oui, mais Ça serait le moment ou jamais, parce que les Européens sont mais incapables je ne sais pas militairement de si défendre nos l'Europe. amis Mais ils sont pourraient. conscients que l'Union européenne a gagné une guerre. Récemment, l'Occident n'a pas gagné beaucoup de guerres. Il a gagné une, l'opération Atalante. Et la notoriété de l'opération Atalante est nulle en France. C'est quoi? C'est l'opération combinée des marines de l'Union européenne autour de la Somalie, de Djibouti et du Yémen pour éradiquer la piraterie. Piraterie des terroristes Shebab qui contrôlaient la Somalie. La Somalie a été pratiquement pacifiée, rétablie comme État, les Shebab pratiquement vaincus, mais surtout la liberté en mer au large de Bab el-Mandeb, vraiment là au tournant de l'Afrique, à la corne de l'Afrique, c'est-à-dire là où passe le tiers du commerce mondial, en route de l'Asie pour contourner, donc ça c'est la route de la soie maritime pour contourner l'Afrique, ou bien remontant par le détroit de Bab el-Mandeb vers Suez, remontant la mer Rouge. C'est absolument clé pour la sécurité européenne. Les marines combinées, et quand vous allez à Djibouti, ce qui vous frappe, c'est pas la base chinoise, on en a parlé tout à l'heure, la base chinoise, et tout à l'heure Hubert a dit, ils vont recoloniser Djibouti, parlons-en dans 15 ans. Bon. 15 ans, c'est long. Oui, 15 ans, c'est long. Bon, ça sera le 130e congrès, mais vous avez rencontré ces derniers jours Henry Kissinger, à 96 ans, il était capable encore de parler à des notaires, donc on va peut-être y arriver. Enfin, dans 15 ans, on verra pour Djibouti. Mais il y a une base française, il y a une base américaine, il y a une base espagnole, il y a une base italienne, il y a une base allemande. Ce sont les bases de support de cette opération qui est un grand succès. Personne ne parle de l'opération Atalante. C'est juste un tout petit élément d'optimisme. Les Européens peuvent faire des choses aussi. Dans le Sahel. Pourquoi ça ne se transpose pas dans le Sahel? Ça va se transposer dans le Sahel. Quand Mme Merkel vient, Mme Merkel est écoutée, elle ne vient pas si souvent nous voir. Hein. En Afrique, quand elle vient nous voir, elle est d'autant plus écoutée qu'elle est quand même à la tête d'une puissance économique qui commence à avoir de plus en plus d'ambition en Afrique, de plus en plus d'intérêt, mais surtout elle vient pour des raisons souveraines, des raisons militaires. On ne va pas nous projeter des troupes allemandes. En Syrie, ça a été catastrophique, mais on va nous projeter des euros allemands. Et la France a besoin que ça ne soit pas un effort solitaire. On ne tient pas des millions de kilomètres carrés qui sont une muraille pour protéger l'Europe. D'autant plus que j'attire votre attention sur le fait que les djihadistes sont financés par les trafiquants de drogue. C'est ça. Et d'êtres humains. Et d'êtres humains, et d'armes, et de cigarettes. Mais de loin, c'est la cocaïne, la croisière de la cocaïne qui rentre par les ports d'Afrique de l'Ouest, qui traverse le Sahara pour l'Europe. Et là encore, le but de guerre, c'est l'Europe. Le Mali, c'est en Europe. C'est l'Europe pour des raisons politiques, et puis c'est parce que c'est le marché de la drogue. D'où la combinaison d'intérêts entre les cartels mexicains et colombiens et les djihadistes. Parce que j'ai demandé l'autre jour au président du Mali, est-ce qu'au moins avec le Qatar, qui est un peu gêné pour aider les mouvements du type Al-Qaïda au Maghreb islamique, leurs ressources baissent? Ils m'ont dit non, leurs ressources augmentent, parce que ce n'était pas le Qatar, ou de temps en temps, parfois l'Arabie saoudite, c'est les trafiquants de drogue qui financent le djihadisme au jour le jour. Finalement, son tableau est encore plus inquiétant que ce que je dis, moi. Hein. Non, mais moi, je ne veux pas rassurer, je veux dire que la question de Christine, c'était est-ce que les gens vont prendre conscience? On ne parle pas que d'Afrique, là. C'est la prise de conscience. Mais j'entends bien. Non, mais on parlait de l'Europe. Mais tu peux faire la même chose sur la Syrie, hein, mais regarde, tu as la réponse. Tu as pris l'exemple de l'opération Atalante, qui est excellente. Excellente, qui est en effet réussie. Pas du tout connue. Non, mais grâce à Lionel Zinsou, nous. Non, mais c'est la seule guerre que l'Occident ait gagnée récemment. Enfin, c'est pas une guerre, c'est une énorme bataille. Bon. Donc c'est très bien.
Mais ce n'est pas convaincant parce que ça n'a pas été transposé sur le Sahel et sur 36 autres sujets. Non, il y a toujours le blocage mental dont je parle, les Européens. Il y a le blocage mental, il y a aussi une autre dimension propre à l'Europe et qui s'appelle Brexit. Parce que la Grande-Bretagne est avec la France l'autre grande puissance militaire. Donc, en partant du principe que la malheureuse Madame May, à qui on a laissé quand même ces quelques jours pour qu'elle accueille le président Trump et qu'elle aille demain célébrer le 75e anniversaire du débarquement, admettons que Boris Johnson, bien connu à Bruxelles depuis son enfance, puisque son père était haut fonctionnaire européen et déjà enfant, il était extrêmement, comment dire, casse-pied, voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? J'y viens. Le père haut fonctionnaire et le fils europhobe. Oui, ça doit être assez freudien. Il doit y avoir une dimension de vengeance. Enfin, toujours est-il que, sérieusement, si Boris Johnson devient véritablement Premier ministre, puisque les Britanniques ont cette particularité de pouvoir changer de Premier ministre sans faire d'élection. Donc, si Boris Johnson dit ce qu'il a déclaré, je crois, ce matin, ma priorité, vous allez voir avec moi, on va sortir au 31 octobre, on est out. Hubert Védrine commente, est-ce que l'Union européenne sans la Grande-Bretagne, est-ce que nous autres Européens du continent sommes encore plus fragilisés puisque la Grande-Bretagne est l'autre grande puissance nucléaire et militaire européenne. Oui, mais ce n'est pas dans le système européen, les forces nucléaires. Non, mais le Sahel non plus. Moi, je pense que le Brexit est une erreur historique, bien sûr, qui aurait pu être évitée par eux et par nous, c'est un autre débat. Et maintenant, je crois qu'il faut réfléchir à la relation après. Si la Grande-Bretagne sort finalement le 31 octobre, ou je ne sais pas quand, elle sort du système communautaire, elle ne sort pas de l'Europe. Il y a un traité militaire de coopération très ambitieux entre la France et la Grande-Bretagne, qui s'appelle le traité de Lancaster House, qui n'a rien à voir avec les institutions européennes. Il est toujours là, quoi qu'il arrive. Il faut le vivifier, peut-être le développer. Et ces derniers mois, on a vu des déclarations dans lesquelles Emmanuel Macron, d'une part, Madame Merkel, c'était plus flou, mais Anne Gretsch, je suis jamais sûr du nom compris, Kramp-Karrenbauer, c'est ça? AKK, ça va plus vite. Bon. Donc, celle qui pourrait ne pas être la successeur de Madame Merkel. On n'est pas sûr du tout en Allemagne, mais en tout cas, l'évocation d'un potentiel Conseil de sécurité en Europe, qui n'a aucun rapport avec les institutions européennes et qui partirait de ces trois pays. La Grande-Bretagne et la France pour leur capacité militaire, l'Allemagne parce que naturellement l'Allemagne. À partir de là, il peut se développer quelque chose qui réponde un peu aux différentes questions qu'on a abordées. Sauf que là, c'est très militaire et la sécurité, c'est beaucoup plus vaste. Là, il y a un élément qui pourrait se produire même s'il y a le Brexit. Même s'il y a un Brexit et la Johnson, c'est un Brexit sans accord. De toute façon, on n'y peut rien, il faut s'adapter. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut se projeter dans l'après et préparer ce type de lien sur la défense, sur la sécurité, sur la politique étrangère, qui vaut une analyse commune des défis dans le monde, c'est pas évident. Vous voyez, et il faut déjà être dans l'étape suivante et pas se laisser dévorer par les péripéties ubuesques de la situation à Londres. Péripéties ubuesques, mais impact économique certain. Lionel Zinsou, si véritablement le Brexit dur intervient. Écoutez, moi, je me suis posé la question, en voyant le vote du Brexit il y a 3 ans, tiens, et si on quittait l'Afrique? Puis en y réfléchissant bien, c'est assez difficile pour un pays comme le nôtre de quitter l'Afrique. Encore que Hassan II ait demandé, alors je parle au Marocain Hubert Védrine, son rattachement à l'Union européenne à un moment donné. Il a fait acte de candidature pour devenir européen. On leur avait dit, vous êtes formidables, mais vous n'êtes pas européens. Oui. Ce qu'on aurait dû dire à la Turquie, d'ailleurs, au début. Oui, voilà. Enfin, on a bien accepté l'Arabie Saoudite dans la francophonie, hein, comme quoi tous les arrangements... Mais je vous assure ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'était juste bon à rappeler. Mais revenons-en sérieusement, Lionel Zinsou, à l'impact sur nos économies du Brexit. Après tout, c'est pour la rentrée. Hein. Alors, écoutez... La Grèce, qui représente 2% du PIB de l'Union européenne, a déstabilisé assez profondément
l'économie européenne. Puisque lorsqu'il y a eu le maximum d'inquiétude autour de la Grèce, du fait qu'elle pourrait déstabiliser la zone euro, etc., à l'été 2011, ça a fait replonger dans la récession l'ensemble de l'Union européenne. Elle n'en est sortie qu'à la fin du premier semestre 2013. Donc, une récession sérieuse. Après celle de 2008-2009, il y a eu celle qui était provoquée par la Grèce. Là, on ampute l'Union européenne d'une puissance très importante qui représente presque 20% du PIB de l'Union européenne. Donc la deuxième économie derrière l'Allemagne, l'une des 3 grandes économies avec la France. Une économie qui est en déficit commercial depuis 150 ans. C'est-à-dire une économie qui en fait est extrêmement importatrice de biens européens. Donc comme marché, ça va être un marché difficile d'accès, avec des normes différentes, avec des droits de douane, si on est dans le hard Brexit. Donc l'Union européenne a beaucoup à perdre. Pourquoi je commençais par une boutade sur « et si on quittait l'Afrique » Mais c'est parce que personne ne se pose ce genre de questions en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. L'idée de s'amputer volontairement et ce faisant de mettre en danger non seulement soi-même, il va y avoir une récession anglaise, il va y avoir une chute de la livre, il va y avoir un effondrement de l'immobilier, mais tout ça c'est hyper contagieux, c'est hyper infectieux. Et c'est l'Union européenne qui est en risque de récession consécutif à la rupture, parce que simplement, on ne peut pas faire sans un pays qui représente 20% de l'ensemble que vous constituez. Et donc, oui, il y aura une vie après le Brexit, mais enfin, ce sera une vie après avoir probablement un peu surmonté une récession européenne. Alors, je suis désolé parce que ça risque d'avoir des effets patrimoniaux. Et donc, il faut que les notaires réfléchissent au scénario du hard Brexit. Ah ben à mon avis, ils l'ont déjà anticipé. Oui, Avoir la richesse de ces 3 jours de travaux, je serais étonné que ces scénarios n'aient pas été anticipés. Je pense que ça va être très bon pour l'immobilier parisien et d'un certain nombre de grandes métropoles au fond, satisfaire les besoins de luxe d'un certain nombre de financiers qui vont devoir quitter la Cité de Londres parce que clairement, dans le domaine tertiaire, ça sera peut-être pire que dans le domaine industriel pour la cité londonienne et pour l'équilibre financier européen. Donc ça va peut-être nourrir un marché du type marché de luxe. Mais franchement, ça risque d'avoir des conséquences liées à l'appauvrissement, lui-même lié à la récession, sur les logements les plus modestes. Enfin, ça demande une commission particulière du Congrès que vous allez peut-être réunir d'urgence maintenant que vous êtes sûr qu'il va y avoir un hard Brexit. Moi, je pense que ce qui serait très profitable pour les notaires, c'est l'arrivée au pouvoir de Corbyn, parce qu'il y aurait un gigantesque mouvement de réfugiés fiscaux vers la France. Mais il y en a déjà, et certains d'ailleurs partisans du Brexit sont déjà à Monaco. Parce non, que mais ce n'est pas le Brexit. Nos amis anglais ne sont pas... Les gens qui seraient chassés par la fiscalité de Corbyn, vous voyez. Non, j'ai compris. Il y aurait des conséquences patrimoniales géantes. Oui, enfin là, ce scénario-là, pour le moment, n'est pas abordé. Mais cela nous amène à la dernière réflexion à laquelle nous étions invités à réfléchir, qui est cette question de la souveraineté. Parce qu'en fait, les partisans du Brexit font toujours valoir cet argument-là. Nous exerçons notre souveraineté. Ce qui est particulier dans cette démocratie parlementaire, dans ce système parlementaire que nous avons tellement admiré, à juste titre, un système sans constitution écrite, alors que nous en sommes les champions, et surtout la France, on voit que cet admirable système parlementaire ne peut pas s'accommoder d'un référendum. Et donc se pose non seulement la crise institutionnelle, qui est probablement la dernière chose auquel les Britanniques s'attendaient, mais aussi, bien évidemment, et ce sera ma dernière question, la question de la souveraineté. Est-ce que, Hubert Védrine, selon vous, on connaît votre vision pragmatique, réaliste et parfois sceptique, pour ne pas dire plus, de la construction européenne, est-ce que vous pensez qu'après ces dernières élections, dont les résultats ont été surprenants et intéressants à plus d'un titre, il existe désormais, entre Strasbourg et Bruxelles, au Parlement, un espace politique transnational
où les questions de souveraineté seraient abordées autrement. Je vais plutôt répondre sur la question générale de la souveraineté, parce que moi, j'ai jamais été sceptique sur l'Europe, je suis sceptique sur l'européisme. C'est pas pareil. Non, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Non, mais est-ce qu'il y existe ou non un espace politique transnational? C'est vos mots qui m'amènent à cette précision. Non, parce que D'accord. Alors, l'espace, oui et non, plus ou moins, mais en fait, comme c'est ce qui se passe à l'intérieur de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, qui reste quand même déterminant, même s'il y a une interaction. Avec le temps, il y a une interaction grandissante. Mais je voudrais dire un mot sur la souveraineté. Apparemment, si on raisonne à l'intérieur de l'économie globale de marché, financiarisée, dérégulée, on ne sait même plus où est la souveraineté. Il y a très longtemps, on a inventé le terme multinational pour masquer la réalité que les grandes entreprises globales de l'époque étaient américaines, en fait, donc c'était un leurre. Depuis, elles viennent de toutes sortes d'autres endroits. Donc, on a le sentiment que la souveraineté s'est dissoute dans tout ça. Moi, je pense qu'il demeure encore un mécanisme de souveraineté. C'est d'ailleurs une erreur tragique des pro-européens d'avoir fait de souverainisme une injure, parce que dans l'histoire des peuples, c'est quand même extraordinaire d'atteindre la souveraineté, de la conquérir, de la garder. Alors on peut dire, tout ça c'est le passé, il faut l'exercer autrement, il faut l'exercer en coopération, il faut dépasser ceci, cela. Si au bout du compte, les peuples dans les démocraties ont le sentiment, pour des raisons économiques, technologiques et compagnie, qu'il n'y a plus vraiment de souveraineté, je pense que les démocraties sont en danger mortel. Donc je pense qu'il faut rétablir le lien et montrer comment le principe de souveraineté continue à fonctionner, même si on a tout changé, mais pour garder ce lien. Sinon, il y a un des éléments fondamentaux de la légitimité démocratique qui disparaît en route. C'est hyper dangereux. Lionel Zinzou, le mot de la fin. Tout à l'heure, vous avez pris des exemples qui montraient une progression en Europe de règles de droit qui s'harmonisent. Vous avez cité toute une série de jurisprudences européennes, vous avez même appelé à ce que les jurisprudences européennes se développent, et vous avez expliqué qu'il y avait encore beaucoup de frottements dans la législation, le droit de la famille, des successions, les conditions du divorce, c'est bien connu, etc. Mais que petit à petit, il y avait quand même un peu plus d'homogénéité. Donc il y a quand même un espace, par exemple judiciaire, par exemple un champ juridique, un champ des normes, des pratiques, des usages. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'évolution majeure, en mai dernier, de l'acte authentique pouvant circuler dans toute l'Europe. Donc il y a bien des espaces transversaux. Nos enfants qui participent à des programmes Erasmus, ils sont quand même bien dans un espace de connaissances et de convivialité, et même de patriotisme européen. Donc moi, je ne serais pas trop pessimiste sur le fait que petit à petit se construisent quand même des transversalités quotidiennes. Parce que ce que vivent les notaires, ce que vivent les étudiants, c'est quand même les équivalences en matière universitaire, etc. Enfin, tout ça, ça existe quand même, indépendamment des aspects institutionnels, autres qui sont quelque chose d'autre, peut-être un petit peu plus complexe, mais dans la vie concrète et quotidienne. Donc, je ne serais pas très inquiet. Par ailleurs, comme chef d'entreprise, si vous voulez, moi j'ai été banquier d'affaires, je me suis occupé d'investissement. Enfin, l'Europe est complètement faite dans la tête des industriels, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Les faits, je suis au conseil de Danone, on évoque il y a un an la préparation du Brexit, il y a un effet de sidération. Tellement tout est homogène. Toutes nos usines qui servent la Grande-Bretagne sont sur le continent, parce qu'on n'a jamais imaginé qu'on pourrait revenir en arrière. Donc, l'espace économique, industriel, de services, pas tout, pas l'énergie qui n'est pas bien intégrée, mais enfin, 80%, il est complètement la vie quotidienne. Et les bénéfices de la mondialisation, c'est précisément ces économies d'échelle, cette intégration très forte, les baisses de coûts que ça permet, donc les gains de pouvoir d'achat. Enfin, si vous voulez, cet espace-là, il existe vraiment dans la tête des gens, et il y a un effet de sidération que le nationalisme fasse un regain pareil. Moi, quand j'étais étudiant, l'adjectif souverainiste n'existait pas. C'est un néologisme tout à fait récent, le souverainisme. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de fièvre. Lionel s'est inventé parce que la souveraineté était niée. C'est une réaction.
Oui, non, absolument. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que Il y a toujours le monde économique vit en dehors de quand ça. même. Je crois que le monde judiciaire et juridique vit déjà dans un espace transversal. Et tout d'un coup, on lui dit non, il serait très possible que l'Italie défie l'Union européenne. Regardez l'élaboration du budget, que la Grande-Bretagne s'en aille. La Grèce a désormais un sentiment fortement anti-européen, qui est complètement... Qui ne s'est pas du tout traduit dans les élections non, mais régionales. Mais dans l'Eurobaromètre, et malheureusement, c'est le premier pays qui, après la Grande-Bretagne, dit ça. Et alors, moi, je veux plutôt regarder... Tu pourrais citer la Cour de Karlsruhe, qui juge que le Parlement européen n'est pas assez démocratique, parce qu'il n'y a pas assez d'Allemands dedans. Enfin, en tout cas, il y a maintenant un nouveau Parlement européen, nouvel espace politique transnational au lendemain de ces élections européennes. Et je crois qu'il est bon d'insister effectivement sur ce que nous avons compris de ces 3 jours intenses de nos amis présents dans cette salle, sur cette idée qu'en fait, la pratique l'emporte souvent sur le discours politique. Donc il nous reste, je crois, à applaudir nos brillants intervenants et à vous remercier tous pour votre intérêt.